Une serveuse âgée était ignorée de tous dans le café, jusqu'au jour où un jeune millionnaire la reconnut comme la femme qu'il avait élevée. Lorsque les gens découvrirent la vérité sur elle, plus personne ne la regarda de la même façon. Bienvenue dans Contes de Victoire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de nous dire de quel pays vous nous écoutez, car cette histoire va profondément toucher votre cœur. Le ciel était couvert de nuages gris au-dessus du manoir de la cour, une imposante bâtisse de marbre et de verre, entourée d'hectares de jardins silencieux. De l'extérieur, elle donnait l'image d'un foyer puissant, heureux, accompli. Mais à l'intérieur, ne régnait que l'écho. Les couloirs étaient vides, les horloges à peine audibles. Et dans une chambre de lait, un garçon de 8 ans jouait seul avec des morceaux de bois, essayant de construire des châteaux qui ne s'effondreraient pas comme son monde intérieur. Julien Morel de la Cour n'était pas un enfant comme les autres. Il était le seul héritier de l'un des plus grands empires commerciaux du pays. Son père Renaud, magnate de l'investissement, et sa mère Célestine, figure influente de la philanthropie de haut niveau, étaient toujours quelque part dans le monde, Lyon, Shanghai, Dubaï. Jamais à la maison. Depuis qu'il pouvait se souvenir, ses journées étaient une succession d'adultes indifférents qui l'habillaient, le nourrissaient, puis disparaissaient. Des précepteurs stricts, des nourrices qui ne restaient que quelques semaines, aucun regard tendre, aucun comment te sens-tu, taille. Seulement des ordres, des règles et des silences enveloppés d'élégance. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Élise Harper n'avait ni diplôme prestigieux ni lettre de recommandation signée par un diplomate. Elle avait quelque chose de bien plus rare, de la douceur. La première fois qu'elle entra dans sa chambre, elle ne le traita ni comme le petit maître Julien Morel, ni comme l'héritier d'une fortune. Elle s'agenouilla à sa hauteur, lui sourit avec les yeux et lui tendit un biscuit fait maison, enveloppé dans une serviette en tissu. « Salut, champion. Tu veux me raconter ce que tu construis ?» Ce soir-là, Julien Morel ne lui montra pas seulement son château, il lui montra son monde. Il lui parla de ses rêves, de ses peurs, de sa solitude. Avec le temps, Élise devint son refuge. Elle lui apprit à faire du vélo, à écrire ses premières histoires, à cuisiner des œufs brouillés le dimanche pendant que les chefs dormaient encore. Mais plus encore, elle lui apprit à aimer sans condition. Dans une maison où tout avait un prix, elle fut la seule à le regarder avec tendresse. La vraie richesse, lui disait Julien Morel en lui caressant les cheveux, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu donnes avec le cœur. Ces mots s'imprimèrent en lui comme un tatouage invisible. Les années passèrent. Élise n'était plus seulement sa nourrice, elle était sa confidente, sa voix rassurante lors des cauchemars, son éclat de rire les jours gris. Quand ses parents se disputaient à distance ou l'appelaient par obligation depuis des aéroports lointains, Élise était là, toujours, avec un chocolat chaud et des contes de fées. Mais comme tout ce qui est beau dans la vie, sa présence s'évanouit un jour, sans explication. Julien Morel avait 18 ans quand la tragédie frappa de plein fouet. L'avion privé de ses parents s'écrasa dans l'océan Atlantique pendant une tempête. Aucun survivant. En un clin d'œil, il passa d'adolescent à PDG d'une multinationale. Les avocats, les investisseurs, les médias l'encerclèrent comme des vautours. Au milieu du deuil, du chaos, du poids d'un héritage qu'il n'avait jamais demandé. Élise disparut. Pas d'adieu, pas de lettre, aucune trace. Il supposa qu'elle avait trouvé un autre emploi, une autre famille. Peut-être même était-elle retournée dans sa ville natale. Il ne pouvait penser à elle sans sentir un nœud dans sa gorge. Alors, il choisit de ne pas y penser. Il se plongea dans le travail, les chiffres, les contrats. Il devint un prodige des affaires. À 32 ans, il faisait la une des magazines financiers, salué pour sa vision stratégique et sa froideur, aussi froide que lui-même. Jusqu'à ce mardi, 14 ans plus tard. Julien Morel venait de conclure un accord dans le sud de la ville. Son chauffeur était parti, et la pluie commença à tomber violemment. Il marcha quelques rues et trouva refuge dans un petit café de quartier, presque invisible entre les immeubles gris. L'enseigne au néon clignotait faiblement, comme lasse. Il était entré sans réfléchir, en quête de chaleur,
non de destination. Mais c'est la destinée qui le trouva, alors qu'il secouait son manteau. Quelque chose, ou quelqu'un, attira son attention. Une silhouette fine, coiffée d'un chignon bas, se déplaçait entre les tables, un plateau à la main. Sa chemise était gris clair, son tablier couleur lit de vin. Et bien que son visage soit marqué de nouvelles rides et sa posture plus fatiguée, ses yeux, eux, étaient restés les mêmes. Héloïse. Chaleureux. Inimitable. Le monde sembla s'arrêter. Il s'assit en silence dans un coin, l'observant pendant qu'elle servait le café. Elle prenait les commandes, débarrassait les assiettes avec des mains marquées par des années de labeur. Son cœur battait avec une intensité qu'il n'avait plus ressentie depuis l'enfance. Ce pouvait être une coïncidence, ou une erreur. Mais lorsqu'elle se retourna et que leurs regards se croisèrent, il sut que ce n'était pas une erreur. C'était Élise. Élise resta figée. Le plateau tremblait dans ses mains, comme s'il partageait le frisson de son corps. Une tasse glissa et se brisa au sol dans un bruit sec. Le café s'étala en une flaque sombre, mais ni elle ni Julien Morel ne semblèrent le remarquer. Ils se regardaient comme si les années n'étaient que des secondes, et que tout ce qu'ils avaient été reprenait vie entre eux. Julien Morel, murmura-t-elle, comme si sa gorge refusait d'en prononcer davantage. Il hocha la tête, incapable de parler. Sa langue lui paraissait lourde. Dans sa poitrine, quelque chose d'ancien, enfoui, s'éveillait avec force. Élise posa le plateau sur une table vide, ses mains tremblaient, puis elle recula d'un pas. Son regard peinait à croire à l'impossible. Julien Morel, l'enfant qu'elle avait aimé comme un fils, se tenait là, devant elle, devenu un homme digne d'une couverture de magazine, costume coûteux, allure imposante mais avec les mêmes yeux qu'elle avait vu pleurer, autrefois, pour un câlin qui n'arrivait jamais. Tant de temps s'est écoulé. Souffla-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Oui, fut tout ce que Julien Morel réussit à dire. Un client tout sauta dans un coin, et le charme se brisa. Élise cligna des yeux, remit son tablier en place et baissa le regard. Mon service se termine dans 15 minutes, dit-elle, à peine audible. Si tu veux, attends-moi dehors. Il acquiesça. Il ne voulait pas la brusquer. Il se leva lentement et quitta le café, le cœur tambourinant contre sa cage thoracique, comme s'il voulait s'échapper. Dehors, la pluie s'était transformée en bruine fine. Il s'adossa à un lampadaire, sans parapluie, sans penser, seulement ressentant Élise. La dernière fois qu'il avait vraiment pensé à elle remontait à une nuit d'université, où il n'arrivait pas à dormir et où un souvenir fugitif lui était revenu. Une femme à la voix douce lui lisait une histoire, celle d'une île secrète. Il avait pleuré en silence, puis s'était juré de ne plus jamais penser à elle. Trop douloureux. Et voilà qu'elle était là. Lorsqu'Élise sortit, elle portait un manteau usé sur les épaules et une écharpe grise qui luttait contre le froid. Ses pas étaient hésitants, comme si chaque mètre les séparant pesait une tonne de souvenirs. Non, je n'arrive pas à y croire, dit-elle en s'approchant sans élever la voix. Moi non plus, répondit-il. Et toi? Que fais-tu ici? Je travaille. Je sers le café, je balaie, je nettoie les toilettes quand c'est mon tour, des choses normales. Elle tenta de sourire, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Et toi? Qu'est-ce qu'un multimillionnaire fait dans un petit café oublié de la ville? Julien Morel baissa les yeux. Cette question avait 1000 réponses, mais aucune ne semblait honnête. J'avais une réunion dans le coin. J'ai regardé par la fenêtre, et je t'ai vu. Je ne pouvais pas continuer mon chemin, silence. Elle l'observa comme pour chercher des fissures sur son visage, comme si elle avait besoin de confirmer que c'était bien lui. Mais dans ses gestes, elle ne retrouvait plus l'enfant. Il trouve un homme fatigué, un homme seul. Elle pensait qu'il était à Paris ou à Montréal, entouré de gratte-ciel de verre et de gens l'appelant Monsieur de la Cour. Parfois, dit-il, mais aujourd'hui je ne suis que Julien Morel. Élise croise les bras, sa voix tremble de nouveau. Tu sais combien de fois j'ai rêvé de ce moment, pleine d'espoir?
Et je me réveillais toujours en larmes. Cette phrase le transperce. Il sent les coutures de son monde se relâcher. Ce qui avait été une apparition magique commence à révéler son ombre. Élise n'avait pas seulement disparu, elle avait souffert. Que s'est-il passé, demande-t-il. Quand je suis parti à l'université, tu n'étais plus là. Personne ne m'a expliqué quoi que ce soit. J'ai posé la question une fois, on m'a dit que tu étais parti de ton plein gré. Elle rit, mais sans aucune joie. C'est ce qu'ils t'ont dit, hein, dit-elle en hochant la tête. J'ai été renvoyé. Sans lettre, sans raison. Un jour, je n'avais tout simplement plus accès. Ils m'ont jeté comme un vieux livre. Julien Morel sent le sol s'effondrer sous ses pieds. Tu as été renvoyé? Par mes parents? Je ne sais pas si c'était directement leur décision. Tout ce que je sais, c'est que les ressources humaines m'ont appelé pour me dire que mes services n'étaient plus requis. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. J'ai essayé de te retrouver, Julien Morel. J'ai écrit, j'ai appelé. Mais ton assistante m'a dit que tu étais trop occupé pour des affaires personnelles. Il ferme les yeux, fort. Il n'avait jamais su. On ne lui avait jamais permis de savoir. Je suis désolé, vraiment. Je ne savais pas, je n'en avais aucune idée. Tu n'as pas à t'excuser pour quelque chose que tu ne contrôlais pas. Tu étais un enfant pris dans un monde que tu n'avais pas choisi non plus. Une voiture passe et éclabousse de l'eau sur le trottoir. Le silence s'installe entre eux. Mais je ne suis plus un enfant, dit-il. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer ça, je le ferai. Élise le regarde. Dans ses yeux, il n'y a pas de rejet, mais une distance. Ce n'est plus la même femme qu'il avait connue. Elle est plus forte, plus fatiguée, plus réelle. Julien Morel, je n'ai pas besoin que tu me sauves. Je ne suis plus cette femme qui te chantait des berceuses. Cette époque est loin derrière moi. Peut-être, dit-il, mais tu restes la seule personne qui m'ait appris à aimer sans rien attendre en retour. Elle ne répond pas, baisse simplement les yeux. La pluie reprend de plus belle. Est-ce que je peux te revoir demain, demande-t-il. Élise réfléchit. Puis elle acquiesce lentement. Même endroit. À 5 heures. Julien Morel esquisse un léger sourire. Il se retourne pour partir et, après 3 pas, il entend sa voix dans son dos. Julien Morel. Il se retourne. Merci de m'avoir rappelé que j'existe encore. Et alors, pour la première fois en 14 ans, le froid dans sa poitrine commence à fondre. Le lendemain s'étira avec la lenteur de ceux qui portent un fardeau invisible. Julien Morel tenta de se concentrer sur ses réunions, sur les décisions attendues par les actionnaires, sur les chiffres qui, d'ordinaire, le rendaient invincible. Mais son esprit était ailleurs, à une autre époque, dans une voix douce qui lui racontait des histoires sous la lueur d'une lampe de chevet, dans des mains qui soignaient d'une caresse, dans un regard qui, pour la première fois, l'avait vraiment vu. À 4 heures pile, il quitta le bureau sans prévenir personne. Sans garde du corps, sans assistant, juste son manteau, son anxiété et une question qui le brûlait de l'intérieur, qu'était-elle devenue pendant toutes ces années? Le café était plus calme que la veille. La pluie avait cessé et la fin d'après-midi baignait dans une lumière dorée filtrant à travers les vitres sales. Il trouva un homme fatigué, un homme seul. Il pensait qu'il était à Paris ou à Montréal, entouré de gratte-ciel en verre et de gens qui l'appelaient « Monsieur de la Cour ». Parfois, dit-il, mais aujourd'hui, je suis juste Julien Morel. Élise croisa les bras, la voix tremblante à nouveau. Tu sais combien de fois j'ai rêvé de ce moment, le cœur plein d'espoir? Et chaque fois, je me réveillais en pleurant. Cette phrase le transperça. Il sentit les coutures de son monde se relâcher. Ce qui lui avait semblé une apparition magique commençait à révéler son ombre. Élise n'avait pas simplement disparu. Elle avait souffert. Que s'est-il passé, demanda-t-il. Quand je suis entré à l'université, tu n'étais plus là. Personne ne m'a rien expliqué. J'ai posé la question une fois,
et on m'a dit que tu étais parti de ton plein gré. Elle rit, mais son rire n'a rien de joyeux. C'est ce qu'ils t'ont dit? Elle hoche la tête. J'ai été renvoyé. Sans lettre, sans explication. Un jour, je n'avais tout simplement plus accès. Ils m'ont mise à la porte comme un vieux livre qu'on jette. Julien Morel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu as été renvoyé? Par mes parents. Je ne sais pas si c'était leur décision directe. Tout ce que je sais, c'est que les ressources humaines m'ont appelé pour me dire que mes services n'étaient plus nécessaires. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. J'ai essayé de te retrouver, Julien Morel. J'ai écrit. J'ai appelé. Mais ton assistante m'a dit que tu étais trop occupé pour des affaires personnelles. Il ferma les yeux avec force. Il ne savait pas. On ne lui avait jamais permis de savoir. Je suis désolé, vraiment. Je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée. Tu n'as pas à t'excuser pour quelque chose que tu ne contrôlais pas. Tu étais un enfant, coincé dans un monde que tu n'avais pas choisi. Une voiture passa, éclaboussant d'eau la chaussée. Ils restèrent silencieux. Mais je ne suis plus un enfant, dit-il. Et si je peux faire quoi que ce soit pour réparer ça, je le ferai. Élise le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de rejet, mais une distance. Ce n'était plus la même femme qu'il avait connue. Elle était plus forte, plus fatiguée, plus réelle. Julien Morel, je n'ai pas besoin que tu me sauves. Je ne suis plus cette femme qui te chantait pour t'endormir. Cette part de moi est loin derrière. Peut-être, dit-il, mais tu es encore la seule personne qui m'ait appris à aimer sans rien attendre en retour. Elle ne répondit pas, baissa simplement les yeux. La pluie se remit à tomber plus fort. « Est-ce que je peux te voir demain ?» demanda-t-il. Élise réfléchit. Puis elle acquiesça lentement. Même endroit. À 5 heures. Julien Morel esquissa un faible sourire. Il se retourna pour partir et, après 3 pas, il entendit sa voix derrière lui. Julien Morel. Il se retourna. Merci de m'avoir rappelé que j'existe encore. Et pour la première fois en 14 ans, le froid dans sa poitrine commença à fondre. Le lendemain s'étira avec la lenteur de ceux qui portent un poids invisible. Julien Morel essaya de se concentrer sur ses réunions, sur les décisions que les actionnaires attendaient de lui, sur les chiffres qui d'habitude lui donnaient un sentiment de puissance. Mais son esprit était ailleurs, à une autre époque, à une voix douce qui lui murmurait des histoires à la lumière d'une veilleuse, à des mains qui soignaient par leurs caresses, à un regard qui l'avait fait se sentir vu pour la première fois de sa vie. À 16 heures précises, il quitta son bureau sans prévenir personne. Pas de garde du corps, pas d'assistante. Juste son manteau, son anxiété et une question brûlante, qu'était-elle devenue pendant toutes ces années? Le café était plus calme que la veille. La pluie avait cessé et la fin d'après-midi baignait dans une lumière dorée qui traversait les vitres sales. Élise attendait, assise à une table près de la fenêtre, une tasse de thé entre les mains. Elle portait le même manteau usé, mais sa posture était plus assurée, comme si elle avait préparé son cœur à ce qui allait venir. « À l'heure », dit-elle avec un léger sourire, sans une once de sarcasme. « Je ne pouvais pas prendre le risque de te perdre à nouveau », répondit-il en s'asseyant. Pendant quelques secondes, il ne dit rien, se contentant de se regarder. Puis ce fut Élise qui brisa le silence. « Je ne suis pas du genre à donner une seconde chance, Julien Morel. Et je ne suis pas du genre à en demander, dit-il avec sincérité. Mais avec toi, je ne veux pas rester avec des questions sans réponse. » Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à livrer une part d'elle-même. « Après ton départ à l'université, tes parents ont décidé de se passer de moi. Ils me l'ont fait savoir par l'intermédiaire d'un assistant juridique, sans explication, sans remerciement. Ils m'ont donné 2 jours pour quitter l'appartement qui m'avait été attribué sur la propriété. Pas de lettre de recommandation, pas d'adieu. Je me suis simplement évaporé de ton histoire. » Julien Morel serra les poings sous la table.
Chaque mot d'Élise lui frappait la poitrine comme un coup. J'ai essayé de comprendre, poursuivit-elle. J'ai pensé qu'il ne voulait plus de lien avec le passé, qu'il voulait que tu recommences à zéro. Mais le plus douloureux, ce n'était pas de perdre mon emploi. C'était de ne pas pouvoir te dire au revoir. Pourquoi ne m'as-tu jamais écrit, demanda-t-il presque honteux, comme un enfant. Je l'ai fait, plusieurs fois. Lettres, emails, appels, mais je me heurtais toujours à un mur. On me disait que tu n'étais pas disponible, qu'il était déplacé d'insister. Et puis, au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai cru que tu m'avais oublié. Jamais, dit-il d'une voix voilée par l'émotion. Je ne savais juste pas comment te retrouver. J'avais peur de découvrir quelque chose qui ferait encore plus mal. Élise resta silencieuse. Son visage ne trahissait aucune rancune, mais une tristesse ancienne, apprivoisée, qui ne réclamait plus justice, seulement de la compréhension. Ça m'a pris du temps pour me reconstruire, reprit-elle. Sans études, sans économie, sans réseau. J'ai fini dans des refuges, pendant un moment. Elle faisait des heures de ménage, gardait des personnes âgées. Elle avait dormi dans une église, quelques nuits. Personne ne savait qu'elle avait un jour travaillé dans un manoir de plus de 1800 mètres carrés. Julien Morel baissa la tête. Il n'arrivait pas à l'imaginer dans cette réalité. Pas elle. Pas Élise. Ce café, ce n'est pas grand-chose, mais c'est honorable. C'est à moi. Ici, personne ne me demande d'où je viens. Ce qui compte, c'est comment je sers le café, et si je souris en le tendant. C'est une injustice, murmura-t-il. Tu n'aurais jamais dû vivre tout ça. Julien Morel, mon chéri, dit-elle en adoptant pour la première fois un ton plus tendre. La vie ne distribue pas la justice, mais parfois, elle nous offre des secondes chances. Comme celle-ci, dit-il en la regardant, le cœur grand ouvert. Laisse-moi t'aider. Pas seulement pour ce que tu as été pour moi, mais parce que tu le mérites. Une maison, un revenu digne, une vie plus paisible. Je peux le faire, Élise. Je veux le faire. Elle sourit, et cette fois, son sourire atteignit ses yeux. Tu ne me dois rien, Julien Morel. Je suis resté à tes côtés parce que je t'aimais comme un fils, pas parce que j'espérais qu'un jour tu me rendrais l'appareil. Et si j'acceptais ton argent maintenant, ce serait trahir tout cela. Il resta sans voix. Il avait l'habitude d'acheter des solutions, mais elle, il ne pouvait pas l'acheter. De la gratitude. Celle qui lui avait appris la valeur des choses qu'on ne peut pas acheter. Alors dis-moi, murmura-t-il, que puis-je faire? Élise le regarda avec tendresse. Regarde-moi. Écoute-moi. Apprends à me connaître à nouveau. Pas comme la femme qui te racontait des histoires, mais comme celle qui a survécu à l'impensable. C'est plus que suffisant. Et à cet instant, Julien Morel comprit qu'il se trouvait face à une femme bien plus forte que dans ses souvenirs. Pas sa nourrice, pas son passé, mais une présence vivante, réelle, digne. Une femme arrachée injustement à sa vie, et qui, malgré tout, avait trouvé le moyen d'aller de l'avant. Les semaines suivantes devinrent une sorte de rituel. Chaque mardi et jeudi, à la même heure, Julien Morel apparaissait au café. Toujours seul, sans garde du corps, sans téléphone. Il s'asseyait à la même table, commandait la même chose, un thé au citron et attendait qu'Élise finisse son service. Parfois il parlait peu, parfois pas du tout. Mais chaque rencontre réduisait la distance entre eux, comme si les années ne s'effaçaient pas, mais qu'ils apprenaient à vivre avec elles. Un après-midi, alors qu'ils partageaient une tarte aux pommes, Élise l'observa en silence pendant de longues minutes. Julien Morel sentait son regard, mais ne disait rien. Il attendait simplement. Tu sais ce qui me fait encore plus mal que tout ce que j'ai vécu après être parti, demanda-t-elle enfin d'une voix basse. Julien Morel leva les yeux. Quoi? Que personne ne t'ait dit la vérité. Quelle vérité? Elle déposa doucement la fourchette dans l'assiette. Baissa les yeux,
comme si elle cherchait ses mots parmi les miettes de tarte. Tes parents ne m'ont pas simplement renvoyé, Julien Morel. Ils m'ont littéralement effacé. Ils se sont assurés que je ne puisse plus jamais travailler, que personne ne me fasse confiance, que tu n'apprennes jamais ce qu'ils avaient fait. Julien Morel fronça les sourcils, troublé. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y avait autre chose. Ce n'était pas juste une décision administrative. C'était personnel. Quelqu'un a pris soin de détruire ma réputation. Cette révélation le glaça. Comment le sais-tu? Parce qu'après avoir été renvoyé, j'ai cherché du travail ailleurs dans d'autres familles, dans des agences de garde d'enfants, dans des institutions privées. Au début, tout semblait bien se passer, jusqu'à ce qu'on vérifie mes références. Et soudain, plus personne ne m'appelait. On me rejetait sans raison. Une fois, une femme aimable m'a dit que quelqu'un avait averti que j'étais une source de problèmes, qu'il valait mieux ne pas m'embaucher. Qui ferait une chose pareille? Murmura Julien Morel, bien qu'il sentît déjà la réponse naître en lui. Un homme nommé Grégoire. Ça te dit quelque chose? Julien Morel eut le souffle coupé. Grégoire était l'avocat personnel de mon père. Il gérait tout, les contrats, les comptes, la sécurité. Élise hocha lentement la tête. Il est venu me voir un jour après mon renvoi. Il m'a dit que, pour mon bien, je devais rester éloigné, ne pas tenter de te contacter, que la famille de la cour voulait tourner la page. Il m'a proposé de l'argent, une somme importante. Tu l'as accepté? Élise releva la tête avec fermeté. Non. J'ai déchiré le chèque devant lui. Je lui ai dit qu'on ne m'achèterait pas. Pas après tout ce que j'avais donné. Julien Morel serra les dents. Un tourbillon d'émotions lui envahit la poitrine, la colère, la tristesse, la culpabilité. On ne m'a jamais parlé de tout ça. On m'a dit que tu étais parti de ton plein gré, que tu voulais prendre un autre chemin. Et je l'ai cru, parce que j'avais besoin d'y croire. Parce que ça me faisait trop mal de penser que tu m'avais simplement abandonné. Je ne l'ai jamais fait, murmura-t-elle. J'ai toujours été là, dans les lettres que personne ne t'a remises, dans les appels que ton assistant bloquait, dans les prières que je faisais chaque soir pour que tu ailles bien. Julien Morel détourna les yeux, les larmes aux yeux. J'ai passé toute ma vie à croire que le silence était naturel, que les gens partaient sans raison, que l'amour se méritait comme un contrat de plus. Tu n'as jamais été responsable de ce qui s'est passé, Julien Morel. Mais maintenant, tu as le pouvoir de décider ce que tu feras de cette vérité. Et si j'acceptais ton argent maintenant, ce serait trahir tout cela. Il resta sans voix. Il avait l'habitude d'acheter des solutions, mais cette fois, il ne pouvait pas l'acheter, elle. La gratitude. Celle de quelqu'un qui lui avait appris la valeur des choses qu'on ne peut pas acheter. Alors dis-moi, murmura-t-il, que puis-je faire? Élise le regarda avec tendresse. Regarde-moi simplement, écoute-moi, redécouvre-moi. Pas comme la femme qui te racontait des histoires, mais comme celle qui a survécu à l'inimaginable. C'est plus que suffisant. Et à cet instant, Julien Morel comprit qu'il faisait face à une femme plus forte que dans tous ses souvenirs. Pas sa nounou, pas son passé, mais une présence vivante, réelle, digne. Une femme qu'on lui avait arrachée injustement, et qui pourtant avait trouvé le moyen de continuer à avancer. Les semaines suivantes devinrent une sorte de rituel. Chaque mardi et jeudi, à la même heure, Julien Morel apparaissait au café. Toujours seul, sans garde du corps ni téléphone. Il s'asseyait à la même table, commandait la même chose ou un thé au citron et attendait qu'Élise termine son service. Parfois, il parlait peu. Parfois, pas du tout. Mais à chaque rencontre, la distance entre diminuait, comme si les années ne s'effaçaient pas, mais qu'ils apprenaient à vivre avec. Un après-midi, alors qu'il partageait une tarte aux pommes, Élise le regarda en silence pendant de longues minutes. Julien Morel sentait son regard, mais ne disait rien. Il attendait. Tu sais ce qui me fait encore le plus mal, plus que tout ce que j'ai vécu après être parti, demanda-t-elle enfin à voix basse.
Julien Morel leva les yeux. Quoi? Que personne ne t'ait dit la vérité. Quelle vérité? Elle déposa délicatement sa fourchette dans l'assiette. Baissa les yeux comme si elle cherchait ses mots parmi les miettes de tarte. Tes parents ne m'ont pas simplement renvoyé, Julien Morel. Ils m'ont littéralement effacé. Ils se sont assurés que je ne puisse plus jamais travailler, que personne ne me fasse confiance, que tu ne saches jamais ce qu'ils avaient fait. Julien Morel fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y avait autre chose. Ce n'était pas une simple décision administrative, c'était personnel. Quelqu'un s'est donné pour mission de détruire ma réputation. La révélation le glaça. Comment le sais-tu? Parce qu'après avoir été renvoyé, j'ai cherché du travail ailleurs, dans d'autres maisons, des agences de garde d'enfants, des institutions privées. Au début, tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que mes références soient vérifiées. Soudain, plus d'appels. On me refusait sans explication. Une fois, une femme gentille m'a dit qu'on lui avait conseillé de ne pas m'embaucher, qu'on m'avait jugé problématique. Qui ferait une chose pareille? Murmura Julien Morel, même s'il sentait déjà la réponse naître en lui. Un homme nommé Grégoire. Ce nom te dit quelque chose? Julien Morel eut le souffle coupé. Grégoire était l'avocat personnel de son père. Il gérait tout, les contrats, les comptes, la sécurité. Élise acquiesça lentement. Il est venu me voir un jour après mon renvoi. Il m'a dit que, pour mon bien, il valait mieux que je reste à l'écart, que je n'essaie pas de te contacter, que la famille de la cour voulait tourner la page. Il m'a offert de l'argent, une somme importante. Tu l'as accepté? Élise releva la tête avec fermeté. Non. J'ai déchiré le chèque devant lui. Je lui ai dit qu'on ne m'achèterait pas. Pas après tout ce que j'avais donné. Julien Morel serra les dents. Un tourbillon d'émotions lui comprimait la poitrine, colère, tristesse, culpabilité. On ne m'a jamais rien dit de tout cela. On m'a dit que tu avais choisi de partir, que tu voulais suivre une autre voie. Et je l'ai cru, parce que j'en avais besoin, parce que ça me faisait trop mal de penser que tu m'avais simplement abandonné. Je ne l'ai jamais fait, murmura-t-elle. J'ai toujours été là, dans les lettres qu'on ne t'a jamais remises, dans les appels que ton assistant bloquait, dans les prières que je faisais chaque soir pour que tu ailles bien. Julien Morel détourna le regard, les yeux embués. J'ai passé ma vie à croire que le silence était normal, que les gens partaient simplement, que l'amour se méritait comme un contrat de plus. Tu n'as jamais été responsable de ce qui s'est passé, Julien Morel. Mais maintenant, tu as le pouvoir de décider ce que tu feras de la vérité. Cela pesait désormais comme une clé remise avec une étrange délicatesse. Le lendemain, Julien Morel annula son agenda, pas de réunion, pas de mai, rien. Il s'enferma dans son pantouse, alluma son ordinateur et accéda aux fichiers internes de Delacour Enterprises. Il savait que Grégoire travaillait encore comme consultant externe, et il savait aussi que, s'il y avait quelque chose de caché, ce serait là. Des heures plus tard, entre contrats, courriels archivés et documents confidentiels, il tomba sur l'impensable, un dossier intitulé Harper Settlement, contenant une lettre écrite par sa mère, Célestine, à l'attention de Grégoire. Assurez-vous que mademoiselle Harper ne s'approche plus jamais de Julien Morel. Elle représente une influence émotionnelle que nous ne jugeons plus bénéfique. S'il le faut, utilisez les fonds de réserve. Cette affaire ne doit laisser aucune trace. 6 juin un reçu de virement de 50 000 $. Destinataire, compte inconnu. Le cœur de Julien Morel se brisa en 1000 morceaux. Non seulement ils avaient congédié Élise, mais ils l'avaient rayée de sa vie comme si elle était une menace. La femme qu'il avait aimée plus que quiconque. Il relut la lettre encore et encore. Il n'arrivait pas à croire que sa mère, sa propre mère, avait pu ordonner cela. De quoi avait-elle eu peur? Que Élise le rende plus humain, plus libre? Le lendemain matin, il retourna au café. Élise était derrière le comptoir, servant le café comme toujours, comme si le monde ne s'était pas effondré la veille au soir.
Julien Morel attendit qu'il n'y ait plus de clients autour pour s'approcher. « J'ai besoin de te poser une question, dit-il d'une voix tremblante. Tu as reçu de l'argent de mes parents ? Élise le regarda, surprise. De quoi tu parles ? J'ai trouvé un dossier, un virement. 50 000 $. Un accord pour que tu ne me recontactes plus. Elle resta figée. Puis secoua lentement la tête. Je n'ai jamais reçu cet argent. On m'a proposé un chèque. Oui. Je l'ai déchiré. Je n'ai jamais rien signé. Alors, qui l'a pris ? Élise fronça les sourcils. Et à ce moment-là, ils surent tous deux. Grégoire, dirent-ils d'une seule voix. Le silence qui suivit fut lourd. Mais ce n'était plus un silence d'oubli, c'était un silence de décision. Et Julien Morel, pour la première fois de sa vie, n'avait aucune intention de rester immobile. Il ne dormit pas cette nuit-là. Les mots d'Élise résonnaient dans son esprit comme un tambour silencieux. Je n'ai jamais rien signé. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une précision douloureuse. Grégoire, l'homme en qui son père avait placé toute sa confiance, avait détourné l'argent, profité du nom de la cour et de la froideur émotionnelle de la famille pour effacer Élise comme un simple obstacle de plus sur la route du business. Mais Julien Morel n'était plus un enfant obéissant, ni un héritier distrait. Il n'allait pas laisser passer ça. Dès les premières heures du matin, il se rendit au siège de Delacour Enterprises. Sa secrétaire, étonnée de le voir arriver si tôt, tenta de lui rappeler son planning. « Annule tout » ordonna-t-il. « Aujourd'hui, il y a plus important. » Il entra dans son bureau, ferma la porte et s'installa devant l'ordinateur. Cette fois, il ne cherchait pas à conclure un contrat. Il cherchait la vérité. Il fouilla les archives internes de l'entreprise, les contrats confidentiels, les anciens mais. Plus il creusait, plus le passé se révélait pourri. Les preuves étaient claires, Grégoire avait orchestré une campagne de discrédit contre Élise. Courriels envoyés à des agences d'emploi avec de fausses mises en garde, notes privées calomnieuses, même un document affirmant qu'elle avait volé des objets personnels dans la maison de la cour, le tout accompagné de cachets officiels. Julien Morel resta figé. Son père avait donné son aval. Sa mère avait signé. Et lui, même sans le savoir, en avait été complice par son silence. Elle ferma les yeux. L'empire qu'il avait hérité n'était pas seulement bâti sur des affaires, mais aussi sur des silences imposés et des vies brisées. À cet instant, il prit une décision. Ce même après-midi, il retourna au café. Élise le regarda depuis le comptoir avec un mélange de fatigue et d'inquiétude. Elle le trouva changé, son pas plus assuré, son regard plus dur. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant avec une tasse. Julien Morel ne répondit pas tout de suite. Il attendit qu'ils soient seuls, à leur table habituelle. « Grégoire a volé cet argent, dit-il. J'ai enfin trouvé toutes les preuves. Les emails, les rapports falsifiés, même sa signature sur des documents internes. Tout l'accuse. » Élise ne parut pas surprise. Elle ferma simplement les yeux un instant. « Je m'en doutais, mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à le prouver. Je ne vais pas laisser passer ça, poursuivit-il. Je vais l'exposer et laver ton nom. Et après ? Qu'est-ce que tu y gagneras ? Il ne s'agit pas de gagner, Élise. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Enfin, elle soupira. Elle avait attendu beaucoup de gens pendant très longtemps, et presque toujours elle avait été déçue. Mais Julien Morel, ce garçon qu'elle avait un jour tenu dans ses bras alors qu'il tremblait à cause d'un cauchemar, cet homme-là, aujourd'hui, osait affronter les fantômes qu'elle-même avait enterrés depuis des années. « Et que veux-tu de moi ? » « Rien que ce que tu veux bien me donner, » répondit-il avec sincérité. « Mais j'ai besoin de ton témoignage, de ton histoire. J'ai besoin que l'on parle, non comme victime et sauveur, mais comme deux personnes brisées par la même famille et qui méritent de guérir. » Élise baissa les yeux, un tremblement revint dans ses mains. « Julien Morel, je ne veux pas retourner dans ce monde-là. Je ne veux ni caméra, ni procès, ni gros titres.
Et tu n'en auras pas. Mais je veux aussi que tu saches une chose. Ton histoire peut en aider d'autres. Tu n'es pas la seule qu'on ait réduite au silence. Tu n'es pas la seule qu'on ait blessée pour protéger un nom. Elle le regarda en silence. Et si je parle, et que personne ne me croit? Julien Morel lui prit la main pour la première fois. Alors ce sera ma voix qui parlera pour toi. Les mots flottèrent entre eux, comme une vieille promesse. 3 jours plus tard, Julien Morel convoqua une réunion extraordinaire avec les dirigeants de l'entreprise. Dans la salle, des visages familiers depuis l'enfance, associés de son père, cadres loyaux à l'ancienne structure, et Grégoire, assis au fond, aussi confiant que toujours. « Merci d'être venu, dit Julien Morel debout. Aujourd'hui, il ne sera pas question de finances, mais d'intégrité. » Il projeta à l'écran les courriels, les rapports, les virements en tout, avec date, signature, preuve à l'appui. Grégoire se tortilla sur son siège. Voici, poursuivit Julien Morel, ce que certains ici ont permis au nom des bonnes affaires. Ils ont détruit la vie d'une femme honorable pour protéger une famille déjà bien trop puissante. Cela ne me représente pas, et à partir d'aujourd'hui, cela ne représentera plus cette entreprise. Le silence fut total. Certains baissèrent la tête, d'autres le fixaient, stupéfaits. Grégoire tenta de parler, mais Julien Morel l'interrompit. « Tu es renvoyé. Et crois-moi, ce n'est que le début. » Ce soir-là, il retourna au café. Élise l'attendait à la porte, vêtue de son vieux manteau, avec son éternel sourire. « Tu l'as fait ? » « Oui, répondit-il. Mais pas par vengeance. Je l'ai fait pour toi et pour moi. Parce que je ne peux plus vivre sous le nom de ceux qui t'ont éteinte. » Elle ne dit rien. Elle le prit simplement dans ses bras non comme une mère, non comme une employée. Mais comme quelqu'un qui avait aussi été perdu et qui commençait à se retrouver. La nuit était paisible, presque complice. Dehors, la ville suivait son rythme de feux rouges, de moteurs et de pas pressés. Mais à l'intérieur du petit café, avec les chaises déjà posées sur les tables et le sol fraîchement lavé, le monde semblait s'être arrêté. Il ferma les yeux. L'empire qu'il avait hérité n'était pas seulement bâti sur des affaires, mais aussi sur des silences imposés et des vies brisées. À cet instant, il prit une décision. Ce même après-midi, il retourna au café. Élise l'observa depuis le comptoir, partagée entre l'inquiétude et la lassitude. Elle remarqua tout de suite un changement chez lui, une démarche plus assurée, un regard plus dur. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant avec une tasse. Julien Morel ne répondit pas tout de suite. Il attendit qu'ils soient seuls à leur table habituelle. « Grégoire a volé cet argent, dit-il enfin. J'ai tout retrouvé. Les courriels, les rapports falsifiés, même sa signature sur des documents internes. Tout le désigne. » Élise ne sembla pas surprise. Elle ferma simplement les yeux un instant. « Je m'en doutais, mais je ne pensais pas que tu le prouverais. Je ne vais pas laisser passer ça, poursuivit-il. Je vais le dénoncer et laver ton nom. Et après? Qu'est-ce que tu y gagneras? Il ne s'agit pas de gagner, Élise. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Elle poussa un long soupir. Elle avait tant espéré de tant de gens, et souvent pour finir déçue. Mais Julien Morel, ce garçon qu'elle avait autrefois tenu dans ses bras alors qu'il tremblait à cause d'un cauchemar, cet homme, aujourd'hui, osait affronter les fantômes qu'elle avait enterrés depuis longtemps. « Et qu'attends-tu de moi? » « Rien que tu ne sois prête à m'offrir, répondit-il avec sincérité. Mais j'ai besoin de ton témoignage, de ton histoire. J'ai besoin que nous parlions, non pas comme victimes et sauveurs, mais comme deux personnes brisées par une même famille et qui méritent de guérir. » Élise baissa les yeux. Ses mains se remirent à trembler. « Julien Morel, je ne veux pas retourner dans ce monde-là. Je ne veux ni caméra, ni procès, ni gros titres. Je veux juste vivre en paix. Et tu y parviendras. Mais je veux que tu saches une chose, ton histoire peut aider d'autres personnes. Tu n'es pas la seule à avoir été réduite au silence.
Tu n'es pas la seule à avoir été blessée pour protéger un nom. Elle le regarda en silence. Et si je me dévoile et que personne ne me croit? Julien Morel lui prit la main pour la première fois. Alors ce sera ma voix qui parlera pour toi. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une vieille promesse. 3 jours plus tard, Julien Morel convoqua une réunion extraordinaire avec les dirigeants de l'entreprise. Dans la salle, des visages familiers depuis son enfance, des associés de son père, des cadres fidèles à l'ancienne structure, et Grégoire, assis au fond, aussi sûr de lui que toujours. « Merci d'être venu, dit Julien Morel debout. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de finances, mais d'intégrité. » Il projeta à l'écran les courriels, les rapports, les virements tout, avec date, signature, preuve. Grégoire remua sur sa chaise. Voilà, poursuivit Julien Morel, ce que certains ici ont toléré au nom du bon business. Ils ont détruit la vie d'une femme honorable pour protéger une famille déjà bien assez puissante. Cela ne me représente pas, et à partir d'aujourd'hui, cela ne représentera plus cette entreprise. Un silence absolu tomba sur la salle. Certains baissèrent les yeux, d'autres le regardaient, stupéfaits. Grégoire tenta de prendre la parole, mais Julien Morel l'interrompit. « Tu es renvoyé. Et crois-moi, ce n'est que le début. » Ce soir-là, il retourna au café. Élise l'attendait à la porte, portant son vieux manteau et son éternel sourire. « Tu l'as fait ? » « Oui, » répondit-il. « Mais pas par vengeance. Je l'ai fait pour toi et pour moi, parce que je ne peux plus vivre sous le nom de ceux qui t'ont détruite. » Elle ne répondit rien. Elle le serra dans ses bras, non pas comme une mère, ni comme une employée. Elle l'enlaça comme quelqu'un qui avait été perdu lui aussi, et qui commençait enfin à se retrouver. La nuit était calme, presque complice. Dehors, la ville continuait son rythme de feux rouges, de moteurs et de pas pressés. Mais à l'intérieur du petit café, les chaises posées sur les tables et le sol fraîchement nettoyé, le monde semblait s'être arrêté. Élise et Julien Morel étaient assis près de la fenêtre, partageant un thermos de thé qu'elle avait apporté de chez elle. Ils n'étaient plus clients et serveurs, plus seulement passés et présents, mais deux survivants liés par une histoire brisée qui commençait doucement à se raconter depuis un autre endroit. Parfois, je pense que la personne que j'étais avec toi est morte le jour où on m'a mise à la porte de cette maison, dit Élise en regardant le reflet des lumières dans la vitre. Julien Morel l'écoutait attentivement. Il avait cessé depuis longtemps d'interrompre avec des excuses ou des justifications. Il avait appris que, parfois, aider signifiait simplement rester en silence. Tu n'imagines pas ce que c'est de passer d'entendre ton prénom chaque jour à ne plus jamais l'entendre. Personne ne m'appelait Élise. C'était madame, vous, ou plus rien. J'ai perdu mon nom. Et pourtant, tu es là, répondit doucement Julien Morel. Solide, présente, pas brisée. Juste transformée. Élise esquissa un sourire. Il y a eu des jours où je n'avais même pas un miroir pour savoir si j'étais encore moi. Elle se tut quelques secondes. Une fois, j'ai dormi dans une gare sur une couverture prêtée par une femme qui ne parlait même pas ma langue. Cette nuit-là, j'ai pensé à toi. Tu avais 15, peut-être 16 ans. Je me suis demandé si tu avais déjà oublié le son de ma voix. Je ne l'ai jamais oublié, dit Julien Morel les yeux embués. Mais on m'a appris à le faire taire. Elle le regarda sans reproche, seulement avec tendresse, comme si elle comprenait qu'il avait lui aussi été une victime de cette même famille. Tu sais pourquoi je n'ai pas accepté ton argent, demanda-t-elle soudain. Julien Morel secoua la tête. Parce que ça aurait été trop facile de te laisser croire que tout pouvait se régler par un virement. Mais tu n'avais pas besoin de te racheter. Tu avais besoin d'affronter les dégâts, de marcher dedans. Et tu l'as fait. C'est pour ça que je suis ici. Julien Morel s'appuya contre le dossier de sa chaise, soupirant comme s'il relâchait le poids de 1000 dossiers, réunions et contrats vides. J'ai passé ma vie à construire des gratte-ciel qui ne portaient pas mon nom, à essayer de combler un vide avec du marbre et du verre. Mais toi, tu m'as rappelé à quoi sert une étreinte. Élise le regarda, émue.
L'enfant qu'elle avait un jour protégé était encore là, caché sous des couches de cravate et de bilan comptable. Et maintenant, demanda-t-elle. Julien Morel resta silencieux. Puis il sourit, une lueur nouvelle dans les yeux. J'ai une idée. Folle, peut-être. Mais je ne veux pas que ça reste entre toi et moi. Je veux faire quelque chose qui rende aux autres ce qu'on t'a pris à toi. À quoi tu penses? Un lieu. Un espace. Une initiative. Peut-être quelque chose qui porte ton nom, Élise. Qui aide des gens comme toi, qu'on a rendus invisibles. Des femmes licenciées sans droit, des personnes dont les histoires ont été enterrées par le pouvoir. Je pourrais le financer. Mais toi, tu le dirigerais. Élise cligna des yeux, surprise. Moi? Qui mieux que toi? Tu n'as pas besoin de diplôme pour savoir ce que c'est que survivre. Tu as ce que je n'avais pas, le courage de ne pas te perdre. Elle resta silencieuse. Son visage passa de la surprise à la peur, puis de la peur à l'émotion. Je ne sais pas si je suis prête. Tu n'as pas besoin de l'être, répondit Julien Morel. Tu dois juste en avoir envie. Le reste, on le construira ensemble. Élise détourna les yeux vers la porte du café. Dehors, un père portait sa fille endormie dans les bras. Il ressemblait à Julien Morel, pensa-t-elle, pas physiquement, mais par la tendresse qu'elle croyait disparue. Si on le fait, dit-elle enfin, il faut que ce soit vrai. Pas de salon luxueux ni de discours creux. Je veux aider les gens qui vivent là où j'ai vécu, aux marges, dans les recoins que personne ne voit. Alors nous ferons comme tu veux, répondit Julien Morel en lui tendant la main. Trato le lança un regard, comme s'il doutait que ce moment fût réel. Puis il acquiesça avec un sourire brisé, mais lumineux. Ils se serrèrent la main, mais ce n'était pas une poignée de main d'affaires. C'était le début d'une révolution silencieuse. Il ne fallut que 3 jours entre cette conversation intime au café et la réunion avec l'équipe juridique de la Cour Enterprises, mais pour Julien Morel, c'était suffisant. Il savait que sa vie avait pris une autre direction et une voie qui ne dépendait ni des chiffres ni des fusions, mais d'un désir de rendre au monde ce qu'il lui avait tant donné, souvent au détriment de personnes comme Élise. Dans une salle de réunion offrant une vue panoramique sur la ville, Julien Morel posa sur la table une chemise en cuir noir. À l'intérieur, un projet préliminaire. Ça s'appellera Espoir Harper, annonça-t-il d'une voix ferme. Ce sera une fondation indépendante à but non lucratif, financée par des capitaux privés, mais dirigée à partir d'une expérience vécue, et non depuis un bureau en marbre. Les avocats échangèrent des regards. L'un d'eux, plus jeune, osa demander. Et qui sera la directrice du programme? Hélène Harper, répondit Julien Morel sans la moindre hésitation. Un silence tendu s'installa. La femme qui travaillait comme serveuse, dit un autre d'un ton contenu. La femme qui m'a appris à aimer, à tenir bon, et qui a survécu à tout ce que cette famille lui a fait subir, corrigea Julien Morel, les yeux plongés dans les leurs. Et si quelqu'un ici a un problème avec ça, il peut quitter la salle maintenant. Personne ne bougea. Une semaine plus tard, Élise reçut une enveloppe portant le logo de la Cour. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Julien Morel et un chèque symbolique non pas pour être encaissé, mais pour lui prouver que, cette fois, l'offre était sincère. Il y avait aussi un document de 2 pages, un brouillon de statut, avec son nom inscrit en en-tête. Elle le lut, assise sur son lit, à la lumière tamisée d'une lampe, dans son petit appartement d'une seule pièce. Ses mains tremblaient, mais pas de peur de l'ampleur de ce qu'elle commençait à croire. Espoir Harper n'était pas une idée. C'était un acte de rédemption, une graine. Quand ils se retrouvèrent ce jour-là, Élise arriva avec un vieux cahier sous le bras. Ils s'installèrent sur une petite terrasse, loin du tumulte du centre-ville. C'était un samedi, et le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, comme s'il voulait bénir ce moment. J'ai réfléchi, dit-elle en ouvrant le cahier. Si on veut aider ceux qu'on a oubliés, il faut comprendre pourquoi ils se sentent ainsi. Julien Morel acquiesça, intrigué.
J'ai dressé une liste de tout ce qui m'a manqué quand j'étais seul. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de liens, de réseaux. Élise commença à lire. Un endroit où l'on ne me regarde pas avec pitié. Un accès à la formation sans conditions impossibles. Des gens qui croient que j'ai encore de la valeur. Un lit propre sans devoir me justifier. Quelqu'un qui me demande comment je vais, et qui attende vraiment la réponse. Julien Morel sentit un nœud dans sa gorge. Aucun diaporama n'avait jamais eu autant de valeur que ce cahier. Je veux créer des centres d'accueil, poursuivit Élise, avec de vrais ateliers, un accompagnement psychologique, des opportunités de travail, mais surtout, avec du respect. Et tu l'auras, répondit Julien Morel d'un ton résolu. On va le construire brique par brique, à ta façon, telle que tu l'as rêvé. Elle sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit utile non pas comme une victime ou un symbole, mais comme une architecte du changement. Tu sais ce qui me fait peur? Confia-t-elle. Qu'on m'idéalise. Qu'on me voit comme une sainte. Moi aussi j'ai eu peur. Moi aussi j'ai baissé les bras, bien des jours. Et c'est justement pour ça, répliqua Julien Morel. Parce que tu ne t'es pas complètement rendu. Parce que tu es là. Ils restèrent silencieux quelques instants, regardant le parc. Au loin, deux enfants jouaient au ballon. L'un trébucha, tomba, et l'autre courut l'aider. Élise sourit sans même s'en rendre compte. Quoi? Demanda Julien Morel. Rien. C'est juste que parfois, les enfants comprennent mieux que nous comment fonctionne le monde. Julien Morel éclata de rire. Un rire nouveau, plus léger, plus pur. Les préparatifs débutèrent rapidement. Julien Morel fit don d'une partie de ses actions dans une entreprise secondaire afin de financer le projet sans ingérence d'intérêts corporatifs. Il engagea une petite équipe de confiance, composée de personnes partageant les mêmes valeurs. Élise participait à toutes les réunions avec voix et regard. Elle ne signait aucun document, mais chacun de ses mots avait la force d'une décision. Ils conçurent un premier centre pilote, un bâtiment de 2 étages dans un quartier périphérique que les gens traversaient sans jamais vraiment le voir. Il y aurait des dortoirs temporaires, une cuisine collective, des salles pour des ateliers de couture, d'informatique, de menuiserie, et une bibliothèque. Il doit y avoir des livres, dit Élise un soir. C'est la seule chose qui m'a sauvé pendant les jours les plus sombres. Julien Morel ne discuta pas. Il avait compris. Mais à mesure que le projet prenait de l'ampleur, le bruit autour aussi. Les médias commencèrent à poser des questions. Un journaliste découvrit qu'Élise avait travaillé chez les Delacour, avant d'être licenciée sans explication. Certains articles spéculaient sur une relation secrète entre elle et Julien Morel. D'autres l'accusaient de tirer profit de la situation. Lorsqu'elle lui montra le journal, tremblante de colère et de peur, Julien Morel le déchira en deux sans même le lire. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on connaît la vérité. Et la vérité finira par parler d'elle-même. Élise inspira profondément. Je ne veux pas être célèbre, Julien Morel. Je sais. C'est pourquoi Harper Espoir ne parlera pas de nous. Il parlera de tous ceux qui, comme toi, ont un jour cru qu'ils ne valaient rien. Et c'est là qu'elle comprit, il n'était pas seulement en train de bâtir un lieu. Il construisait une histoire qui devait être racontée. Le matin de l'inauguration du premier centre Harper Espoir, le ciel était d'un bleu limpide, comme lavé par la nuit. À l'entrée du bâtiment, une ancienne école entièrement rénovée flottait des ballons blancs et bleus, ainsi qu'une simple pancarte. Bienvenue. Cet endroit est le vôtre. Julien Morel arriva tôt, habillé simplement, sans cravate, les manches retroussées, comme s'il n'était qu'un bénévole parmi tant d'autres. Élise était déjà là. Elle arpentait les couloirs, vérifiant chaque recoin, les lits parfaitement faits, les étagères pleines de livres neufs et usagés, la cuisine d'où s'échappait l'odeur du pain encore chaud. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de plus, la peur. Dehors, les habitants du quartier se rassemblaient, ainsi que les caméras de télévision, les journalistes tendant leurs micros,
et des représentants d'organisations qui, jusque-là, n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour cette partie de la ville. Élise s'arrêta devant la porte de la salle principale, où aurait lieu l'accueil officiel. Julien Morel la trouva là, immobile, comme si ses pieds étaient plus lourds que tout ce qu'elle avait porté dans sa vie. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas parler devant tant de monde. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. » « Tu n'as pas à dire ce qu'ils attendent, » répondit-il calmement. « Tu n'as qu'à parler comme tu as parlé à cet enfant qui croyait qu'il ne méritait pas d'être aimé. » Elle le regarda. Ses yeux brillaient, non pas à cause du soleil, mais à cause du poids de son histoire. « Et si je craque ? Alors ce sera vrai. » Et c'est exactement ce que les gens ont besoin de voir. Élise acquiesça. Comme quelqu'un qui saute dans le vide sans savoir s'il y a de l'eau en bas. À 11 heures précises, les lumières se sont tamisées et les murmures se sont tus. Julien Morel est monté sur la petite scène improvisée et a parlé brièvement. « Je ne suis pas ici en tant qu'homme d'affaires. Je suis ici comme quelqu'un qui avait besoin de trouver un sens à ce qu'il a hérité. Et ce sens est apparu sous la forme d'une femme qui a pris soin de moi quand personne d'autre ne l'a fait, une femme que le monde avait oubliée. Aujourd'hui, ce monde va se souvenir d'elle. » Et alors, sous les applaudissements, Élise est montée sur scène. Elle marchait lentement, comme si chaque pas était une page lue à haute voix. Lorsqu'elle a pris le micro, ses mains tremblaient, mais sa voix, bien que douce, était limpide. « Je ne suis pas une femme politique. Je ne suis pas une experte en fondation, je n'ai pas de diplômes universitaires, ni d'histoire de réussite à raconter. Ce que j'ai, en revanche, c'est l'expérience d'avoir été invisible. » Un silence dense s'est installé, un silence qui n'étouffait pas, mais qui écoutait. J'ai travaillé pendant des années dans des maisons où l'on parlait de valeurs tout en cachant des vérités. J'ai été renvoyé sans explication. Calomnié. J'ai dormi sur des bancs publics, nettoyé des toilettes, pleuré dans des refuges où personne ne me connaissait. Mais j'ai aussi été prise dans les bras par des personnes qui m'ont offert un café sans me demander qui j'étais. Et cela m'a sauvée. Elle reprit son souffle, les yeux humides. Personne ne respirait. Harper Espoir n'est pas une aumône. C'est un lieu où ceux qui sont tombés peuvent se relever sans qu'on leur dise qu'ils ne le méritent pas. Ici, personne ne vient demander la permission d'exister. Nous venons pour nous rappeler que nous avons tous de la valeur, même lorsque le monde prétend le contraire. Des applaudissements longs, sincères. Élise est descendue de scène et, en rejoignant sa chaise, Julien Morel s'est levé et l'a prise dans ses bras. À cet instant, l'appareil d'un photographe a capturé l'image qui, quelques heures plus tard, ferait le tour des médias et des réseaux sociaux, un jeune milliardaire étreignant une femme aux cheveux gris, vêtue d'un simple tablier, mais avec la dignité d'une reine. Quelques jours plus tard, Harper Espoir était sur toutes les lèvres. Certains l'appelaient « la fondation de la nounou », d'autres « le miracle d'Élise ». Mais le plus important, ce n'était pas le nom, c'était les faits. Durant la première semaine, plus de 50 personnes ont franchi les portes du centre, des mères célibataires, des personnes âgées abandonnées, des jeunes rejetés par le système. Certains venaient pour un repas, d'autres pour un peu de réconfort. Tous trouvaient quelque chose de plus, une écoute, un regard, du respect. Élise, sans le vouloir, devenait un phare. Elle arpentait les couloirs, connaissait les prénoms de chacun, lisait des histoires aux enfants avant qu'ils ne s'endorment. Julien Morel l'observait de loin, incapable de comprendre comment quelqu'un ayant autant souffert pouvait encore offrir autant de lumière. « Tu ne te fatigues jamais ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'il partageait un café dans le bureau du centre. « Bien sûr que si, » répondit-elle en souriant. « Mais cette fatigue-là en vaut la peine. Le fleuve. Mon agenda n'avait jamais été aussi vide, ni mon cœur aussi plein. » Elle le regarda avec tendresse. « Peut-être que, pour une fois, nous faisons quelque chose qui a du sens. » Mais tout n'était pas calme. Julien Morel reçut un appel cette même semaine. Un ancien associé de la Cour Enterprises lui demandait un rendez-vous en urgence. Des tensions internes,
des gens mécontents du tournant humaniste de l'entreprise, des investisseurs nerveux, et surtout, des voix influentes ne voulaient pas que le passé refasse surface. Sois prudent, Julien Morel, lui dit Élise en l'apprenant. Je m'attaque à des structures faites pour écraser des gens comme nous. Et c'est pour ça qu'il faut les renverser, répondit-il. Même si ça fait mal. Même si je dois tout y perdre. Élise le regarda longuement, puis dit quelque chose qui resterait gravé en lui pour toujours. La justice, Julien Morel, ce n'est pas la vengeance. C'est réparer ce qui a été brisé. Pas détruire pour détruire. Il acquiesça. Et ce soir-là, alors qu'il s'éloignait du centre-ville, enveloppé par les lumières de pouvoir de la ville, il sut que le combat ne faisait que commencer. Mais cette fois, il n'était pas seul. Le bâtiment où se trouvait l'ancienne salle de réunion de la cour Enterprises sentait toujours le bois précieux et l'autorité. Julien Morel avait parcouru ces couloirs dès ses 20 ans, mais cette fois, sa démarche était différente, plus assurée, plus déterminée. Il n'était pas là comme héritier, mais comme l'homme qui avait choisi de rompre avec le legs qu'on lui avait imposé. Dans la salle, 3 membres du conseil d'administration d'origine, hommes aux costumes impeccables, aux cheveux gris soigneusement coiffés et au sourire dissimulant des menaces, l'attendaient. Julien Morel, dit l'un d'eux en croisant les doigts, nous sommes inquiets pour ton image, tes priorités, ce projet que tu portes. Julien Morel resta debout. Espoir Harper. C'est ça qui vous inquiète. Pas seulement pour ce que cela représente, mais pour ce que cela ouvre. Les journalistes fouillent dans les anciens dossiers, les contrats. Des gens qu'on avait refermés, clos, répéta Julien Morel avec ironie. C'est ainsi que vous appelez les personnes que vous avez détruites. Ne sois pas naïf. Tu sais comment fonctionne ce monde. Nous ne pouvons pas laisser une décision émotionnelle mettre en péril des décennies de travail. Tu as déjà provoqué suffisamment de remous en bourse. Julien Morel inspira profondément. Vous croyez que je me soucie d'une chute des actions quand je sais que derrière, ce sont des vies entières qui ont été piétinées? L'un d'eux se leva, tendu. Tu salis le nom de ta famille. Je le nettoie. Tu romps le contrat. Alors, rompez-le avec moi. Et sans attendre de réponse, Julien Morel sortit. Il referma la porte derrière lui comme on laisse derrière soi non seulement une pièce, mais une époque. Ce soir-là, il retourna au centre communautaire. Élise l'attendait à la bibliothèque, en train de consulter des formulaires pour les nouvelles familles qui arriveraient le lendemain. En le voyant entrer, elle comprit que quelque chose s'était passé. Tout va bien, non? Mais je sais enfin que je fais ce qu'il faut, dit-il en retirant son manteau. Même si cela signifie perdre tout ce qu'ils ont construit en mon nom. Élise acquiesça, sans avoir besoin de plus d'explications. Elle connaissait ce genre de décisions, celles qui font mal, mais qui libèrent. Tu es prêt à perdre l'entreprise. Si cela signifie garder la paix intérieure, alors oui. Un silence confortable s'installa, comme il n'en existe qu'entre ceux qui n'ont plus rien à prouver. Mais ensuite, Élise baissa les yeux, joua avec les bords du formulaire qu'elle tenait, et dit quelque chose à quoi Julien Morel ne s'attendait pas. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Il s'assit en face d'elle, attentif mais calme. Tu peux tout me dire, dit-il. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je pensais que tu avais déjà assez souffert. Mais maintenant, je crois que tu dois tout savoir. Si on veut vraiment clore cette histoire. Julien Morel hocha la tête. Élise inspira profondément. Quelques jours avant mon licenciement, ta mère est venue me voir. Pas au bureau, non. Dans ma chambre. Elle n'avait jamais fait cela auparavant. Elle m'a dit que tu allais entrer à l'université, que tu n'avais plus besoin d'une nounou, que tu grandissais, et que j'étais une présence trop émotionnelle. Trop émotionnelle? Répéta Julien Morel, confus. Oui, ce sont ces mots. Elle m'a dit que je devais comprendre que mon temps était révolu, que les gens comme moi devaient savoir quand se retirer. Les gens comme toi. Élise le regarda avec un mélange de tristesse et de dignité.
Une femme sans nom de famille prestigieux, sans université, avec un accent du sud et les mains rêches. Elle ne voulait pas qu'une histoire comme la mienne nuise à l'image de la famille de la cour. Julien Morel ressentit une colère silencieuse, non seulement contre ses parents, mais aussi contre lui-même, pour avoir mis autant de temps à comprendre. Et puis Grégoire est venu, poursuivit-elle. Avec un chèque et une menace. Une menace ? Élise acquiesça. Il m'a dit que si je n'acceptais pas l'argent, il remettrait en cause ma conduite, qu'il dirait que je t'avais trop influencé, qu'il sous-entendrait que je m'étais attaché à toi, plus que de raison. Julien Morel resta figé. Ils ont insinué quelque chose d'inapproprié. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais suffisamment pour me faire comprendre que si je parlais, ils détruiraient ma réputation. Un silence lourd remplit l'air. Julien Morel baissa les yeux, horrifié. Et malgré tout, tu es revenu vers moi quand tu m'as vu au café. Parce que je ne pouvais pas laisser le mensonge avoir le dernier mot. Des heures plus tard, Julien Morel marchait seul dans les rues désertes. Depuis qu'il avait retrouvé Élise, il était passé par de nombreuses émotions, la culpabilité, la surprise, l'indignation, l'amour. Mais maintenant, un nouveau sentiment l'envahissait, une colère avec une direction. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait frapper si fort le système que représentait son nom que les murs de l'ancien empire en trembleraient. Et il savait déjà comment. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse. Élise ne l'accompagna pas. Cette fois, elle resta au centre, aidant une femme enceinte à remplir sa fiche d'admission. Elle n'avait plus besoin de caméra. Son rôle était déjà écrit. Devant des dizaines de micros, Julien Morel prit la parole. Aujourd'hui, j'annonce ma démission définitive du poste de PDG de Delacour Enterprises. Je ne souhaite plus diriger une structure fondée sur le silence, la peur et le mépris de la dignité humaine. À partir de maintenant, je consacrerai ma vie entièrement à Harper Espoir, parce que l'héritage que je veux laisser n'est pas fait d'acier et de verre, mais de vie reconstruite. Les réseaux sociaux explosèrent, les médias multiplièrent les titres. L'héritier qui a rompu l'héritage, la nounou qui a changé le destin d'un empire, le PDG qui a choisi le cœur. Mais Julien Morel s'en moquait. Une seule personne comptait pour lui ce soir-là. Et lorsqu'il retourna au centre et trouva Élise assise auprès d'une fille qui n'avait pas parlé depuis des jours, lui racontant une histoire à voix basse, un sourire doux aux lèvres, il sut que tout cela en valait la peine. « Tu l'as fait ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Je l'ai fait. » Élise referma le livre, caressa les cheveux de la fille, puis leva les yeux vers Julien Morel. Dans son regard, il y avait plus que de la fierté, il y avait de l'espérance. À Harper Espoir, les jours ne se comptaient plus à l'horloge, mais aux nouveaux prénoms franchissant la porte chaque matin, des histoires brisées, des regards fatigués, des mères avec leurs enfants dans les bras, des hommes peu bavards, mais qui, peu à peu, commençaient à faire confiance. Il s'assit en face d'elle, alerte mais calme. « Tu peux tout me dire. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je pensais que tu avais déjà assez souffert, mais maintenant, je crois que tu dois tout savoir. Si on veut vraiment mettre un point final à cette histoire. » Julien Morel acquiesça. Élise inspira profondément. « Quelques jours avant qu'on me renvoie, ta mère est venue me voir. Pas au bureau, dans ma chambre. Elle n'avait jamais fait ça. Elle m'a dit que tu allais partir à l'université, que tu n'avais plus besoin d'une nounou, que tu grandissais, et que j'étais une présence trop émotionnelle. » Trop émotionnelle ? Répéta Julien Morel, déconcerté. Oui, ce sont ces mots. Elle m'a dit que je devais comprendre que mon temps était révolu, que les gens comme moi devaient savoir quand se retirer. Les gens comme toi. Élise le regarda, mêlant tristesse et dignité. Une femme sans nom de famille prestigieux, sans diplôme, avec un accent du sud et les mains calleuses. Elle ne voulait pas qu'une histoire comme la mienne entache l'image de la famille de la cour. Julien Morel sentit une colère silencieuse monter en lui. Pas seulement contre ses parents, mais aussi contre lui-même, pour avoir mis si longtemps à voir clair. Puis Grégoire est venu, poursuivit-elle, avec un chèque et une menace.
Une menace? Élise hocha la tête. Il m'a dit que si je n'acceptais pas l'argent, il remettrait en cause ma conduite. Qu'ils diraient que je t'avais trop influencé, qu'ils insinueraient que je m'étais attaché à toi d'une manière inappropriée. Julien Morel en resta glacé. Ils ont insinué quelque chose d'inacceptable. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais assez pour que je comprenne que si je parlais, ils détruiraient ma réputation. Un silence lourd envahit la pièce. Julien Morel baissa les yeux, horrifié. Et malgré tout, tu t'es approché de moi quand tu m'as vu au café. Parce que je ne pouvais pas laisser le mensonge avoir le dernier mot. Des heures plus tard, Julien Morel marchait seul dans les rues désertes. Depuis qu'il avait retrouvé Élise, il avait traversé plusieurs états, la culpabilité, la surprise, l'indignation, l'amour. Mais maintenant, c'était autre chose, une colère dirigée. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait frapper le système que son nom représentait, assez fort pour faire trembler les murs de l'ancien empire. Et il savait comment. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse. Élise ne l'accompagna pas. Cette fois, elle resta au centre, aidant une femme enceinte à remplir son dossier d'admission. Elle n'avait plus besoin de caméra. Son rôle était déjà écrit. Face à des dizaines de micros, Julien Morel prit la parole. Aujourd'hui, j'annonce ma démission définitive en tant que PDG de Delacour Enterprises. Je ne souhaite plus diriger une structure bâtie sur le silence, l'intimidation et le mépris de la dignité humaine. À partir de maintenant, je consacrerai ma vie entièrement à Harper Espoir, parce que l'héritage que je veux laisser n'est pas fait d'acier et de verre, mais de vie reconstruite. Les réseaux sociaux explosèrent, les médias multiplièrent les titres, l'héritier qui a rompu avec l'héritage, la nounou qui a changé le destin d'un empire, le PDG qui a choisi le cœur. Mais Julien Morel s'en moquait. Une seule personne comptait ce soir-là. Et lorsqu'il retourna au centre et vit Élise assise aux côtés d'une petite fille qui n'avait pas parlé depuis plusieurs jours, lui racontant une histoire d'une voix douce et d'un rire léger, il sut que tout cela en valait la peine. « Tu l'as fait ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Je l'ai fait. » Élise referma le livre, caressa les cheveux de la fille, puis regarda Julien Morel avec plus que de la fierté dans les yeux, avec de l'espoir. À Harper Espoir, les jours ne se mesuraient plus à l'horloge, mais au nouveau nom qui franchissait la porte chaque matin. Des histoires brisées, des regards fatigués, des mères avec des enfants dans les bras, des hommes silencieux, qui commençaient enfin à faire confiance. De retour parmi les mots, Élise devint, sans l'avoir cherché, l'âme du lieu. Elle ne portait aucun titre, n'avait pas de bureau à elle. Son espace de travail, c'était une table partagée avec d'autres bénévoles, où elle écrivait à la main des lettres pour ceux qui ne savaient pas lire. Elle aidait à remplir des formulaires et, parfois, elle s'asseyait simplement pour écouter et cela suffisait. Un après-midi, une jeune femme d'environ 25 ans, avec des cernes marquées et un bébé dans les bras, l'aborda à la fin d'un atelier de couture. Elle s'appelait Lucia. Cela faisait 3 nuits qu'elle dormait dans l'abri du centre. « Vous êtes Madame Harper ?» demanda-t-elle d'un ton hésitant. « Juste Élise » répondit-elle en souriant. La jeune femme avala sa salive. « Je voulais juste vous dire merci. Pas seulement pour le lit ou le repas, mais parce que, quand vous m'avez regardé le premier jour, j'ai eu l'impression de ne plus être invisible. » Élise resta silencieuse quelques secondes. « C'est parce que moi aussi, j'ai été là où tu es aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Et personne ne devrait vivre en se sentant insignifiant. » Lucia la prit dans ses bras, non pas avec force, mais avec cette tendresse maladroite de ceux qui n'ont pas l'habitude d'être étreints sans condition. Quant à Julien Morel, il avait changé bien plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Son agenda ne contenait plus de réunions avec des investisseurs ni de voyages à Davos. Il passait désormais ses matinées à organiser des collectes de dons, à lire des rapports sociaux, et ses après-midi à servir des repas dans la cantine communautaire, portant un tablier sur lequel on pouvait simplement lire « Ta ». Parfois, on le reconnaissait. Certains l'appelaient « le PDG rebelle », d'autres « le garçon du scandale », mais chaque fois que quelqu'un tentait de le traiter comme une célébrité,
il répondait avec un sourire et un chiffon humide pour nettoyer les tables. Ici, nous sommes tous égaux, disait-il. Mais il y avait quelque chose de plus en lui, quelque chose qu'Élise remarqua un soir, alors qu'il partageait un chocolat chaud dans la cuisine du centre. « Ça va ?» lui demanda-t-elle. « Oui, mais il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas. »« Quoi donc ?» Je n'aurais jamais cru qu'un endroit aussi modeste puisse me sembler plus familier que n'importe quel manoir où j'ai vécu. Élise sourit. Parce qu'ici, personne ne te voit comme un nom de famille. On te voit comme une personne. Julien Morel acquiesça. Et parce qu'ici, j'ai quelque chose que je n'ai jamais eu, une famille. Elle le regarda, les yeux brillants. C'est ça que nous avons construit, Julien Morel. Pas seulement un centre, pas seulement de l'aide, mais un foyer. Et dans un foyer, on n'a pas besoin d'être parfait, il suffit de vouloir rester. L'impact de Espoir Harper dépassa bientôt les frontières de la ville. D'autres communautés commencèrent à écrire, à demander l'ouverture de centres similaires, d'anciens employés de maison, des sans-abri, des survivants de violences domestiques, des jeunes rejetés du système. Tous retrouvaient en Élise une voix qui semblait parler pour eux. Une journaliste lui demanda une interview pour un documentaire. Élise hésita, mais accepta à une condition. Je ne veux pas qu'on me filme dans un joli salon. Je veux qu'on me voie en train de cuisiner avec les femmes, de faire la vaisselle avec les jeunes, de lire des histoires aux enfants. Si vous racontez mon histoire, qu'elle soit vraie. L'interview devint virale. Sa dernière phrase fut reprise comme titre principal. Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste survécu. Et ensuite, j'ai décidé d'aider les autres à survivre eux aussi. Un dimanche, Julien Morel arpentait les couloirs du centre quand il vit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Un garçon maigre d'environ 7 ans, vêtu de vêtements un peu usés, jouait avec des blocs de bois dans un coin. Il était seul, construisant une sorte de château. Julien Morel s'accroupit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Une maison, » répondit l'enfant sans le regarder. « Mais elle s'écroule tout le temps. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'elle n'a pas de base, j'oublie toujours de la mettre. » Julien Morel l'aida à placer un bloc épais à la base. « Maintenant, elle ne tombera plus. » L'enfant le regarda pour la première fois et lui sourit. À cet instant, Julien Morel ressentit quelque chose dans sa poitrine, quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait la forme d'un souvenir. Il se revit des années plus tôt, construisant des châteaux dans la solitude, espérant que quelqu'un viendrait s'asseoir à ses côtés. Et Élise l'avait fait. C'était désormais à son tour de le faire pour un autre. Ce soir-là, il resta jusqu'à tard pour aider à organiser le garde-manger. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il trouva Élise assise près de la baie vitrée, regardant le jardin illuminé par les lanternes. « Tu penses à quelque chose ?» demanda-t-il. « À tout, à ce que nous avons laissé derrière, à ce que nous sommes en train de construire, et à ce que nous n'avons pas encore dit. »« Que veux-tu dire ?» Élise hésita une seconde. « Je ne te l'ai jamais dit avec des mots, mais tu as été le fils que la vie ne m'a pas donné, et j'ai été la mère que tes parents n'ont jamais su être. » Julien Morel ne répondit pas. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle et posa sa tête sur ses genoux, comme lorsqu'il était enfant. Élise lui caressa les cheveux avec tendresse, et à cet instant, sans caméra, sans discours, sans autre témoin que le silence de la nuit, une blessure se referma de nouveau. Pas grâce à l'oubli, mais grâce à l'amour. Le centre Harper S Espoir célébrait son premier anniversaire. Il n'y avait ni tapis rouge, ni orchestre, mais il y avait des fleurs cueillies par les enfants eux-mêmes, des plats préparés par les mères hébergées là, et une salle décorée de dessins faits à la main, suspendus à des fils tendus sous le plafond. Depuis le fond de la pièce, Julien Morel observait Élise se déplacer parmi les gens, avec ce mélange de calme et d'humilité qu'il n'avait jamais vu chez aucun dirigeant, politicien ou célébrité. Elle ne faisait pas de discours, elle embrassait, riait, et essuyait les larmes sur les visages d'autrui, avec le même soin qu'elle avait eu pour lui, des années auparavant. « Alors, quelle surprise as-tu préparée cette fois ?» demanda Élise, un sourcil levé.
Voyant Julien Morel trop nerveux dans un coin de la pièce, elle le fixa un moment. Aucune, répondit-il en essayant de dissimuler son trouble. Peut-être le regarda-t-elle avec suspicion, mais elle n'insista pas jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Un écran s'alluma sur le mur et des images commencèrent à défiler, des témoignages filmés de personnes ayant séjourné au centre, des femmes aux cicatrices visibles, des hommes à la voix brisée, des enfants qui riaient désormais. Avant Harper et Espoir, je dormais dans une gare. Élise m'a appris qu'il valait la peine de rester en vie. C'est la première personne qui m'a appelé par mon nom depuis des années. Élise porta une main à sa poitrine. Sur la dernière image, une femme âgée assise dans un fauteuil roulant regarda la caméra et dit : « Elle ne nous a pas sauvés, elle nous a vus. Et dans un monde qui ne sait qu'ignorer, c'est tout ce qui compte. » Quand les lumières se rallumèrent, toute la salle était debout en train d'applaudir. Certains pleuraient. Julien Morel s'approcha, tenant une petite boîte entre ses mains. « Ce n'est qu'un symbole, dit-il en la lui tendant. Cela ne représente même pas un dixième de ce que tu as fait pour moi, pour nous tous, mais je pense que tu mérites de savoir que tu n'es plus invisible. » Élise ouvrit la boîte. À l'intérieur, une plaque de verre gravée à la main. À Élise Harper, pour nous avoir montré que l'espoir n'est pas un concept, mais une femme aux mains rugueuses et au cœur inébranlable. Élise ne put retenir ses larmes. Elle se couvrit le visage un instant, tremblante. Lorsqu'elle réussit à parler, sa voix n'était qu'un murmure. « Je n'ai jamais fait cela pour être reconnue. Et c'est pour ça que tu le mérites plus que quiconque, répondit Julien Morel. Plus tard, une fois la célébration terminée et la majorité des invités partis, Élise resta à faire la vaisselle dans la cuisine, non pas parce qu'il n'y avait pas de volontaires, mais parce qu'elle ne savait toujours pas comment gérer autant d'amour. Julien Morel entra, une enveloppe à la main. Son visage était grave. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Dans l'ancienne maison. Je cherchais des papiers, et c'était caché dans une boîte, au fond de l'armoire de ma mère. » Élise le regarda, curieuse et prudente. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une lettre, pour toi. Elle n'a jamais été envoyée. » Élise s'essuya les mains et prit l'enveloppe. Il était jauni. L'enveloppe portait, écrite d'une écriture élégante, pour Élise, si un jour j'ai le courage. Elle ouvrit la lettre, commença à lire en silence, et à mesure que ses yeux avançaient, sa respiration ralentissait. Puis, la voix d'Élise rompit le silence en lisant à haute voix. « Élise, je sais que ce que nous t'avons fait était cruel, et je n'ai aucune excuse, seulement la peur. La peur que mon fils t'aime plus que nous. La peur que tu vois en lui ce que nous ne savions plus regarder. Je me suis senti remplacé en tant que mère, et au lieu d'affronter cette douleur, je t'ai écarté. Grégoire a exécuté mes ordres, mais l'intention n'était pas la sienne. Elle était mienne. Si tu lis ceci un jour, c'est que Julien Morel a découvert la vérité. Pardon de ne pas avoir eu le courage plus tôt. Célestine. » Élise resta figée. Julien Morel ne dit rien, il attendit simplement. Quelques secondes plus tard, elle replia la lettre et la garda entre ses mains. « Je ne sais pas si cela me libère, murmura-t-elle, mais au moins, cela me confirme que je n'étais pas folle. Que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pressenti, était réel. »« Tu veux la garder ? » demanda-t-il. « Oui. Pas pour la haïr, mais pour me souvenir que même le pouvoir peut avoir peur, et que parfois, la peur blesse plus que la méchanceté. » Ils s'enlacèrent en silence. Ce soir-là, Élise sortit marcher dans le jardin du centre. La lune était pleine. Julien Morel la rejoignit quelques minutes plus tard avec une question en tête. « Tu crois qu'elle m'a aimé, un jour ?» Élise réfléchit avant de répondre. « Je pense qu'elle t'a aimé à sa façon. Mais toi, tu avais besoin d'un autre amour. Et ni elle ni ton père n'ont su te le donner. Et moi, je n'avais pas besoin de t'aimer, Julien Morel. Je t'ai aimé parce que je ne pouvais pas faire autrement. » Il ferma les yeux. Les mots étaient simples, mais dans leur simplicité, il y avait une forme de rédemption. « Merci, dit-il.
Merci à toi d'être revenu me chercher. » Ils restèrent là, sous le ciel dégagé, non plus comme une femme et un enfant du passé, ni comme une bienfaitrice et un protégé, mais comme deux âmes qui, malgré le temps et les blessures, avaient choisi de rester unies. Parce que parfois, la famille ne naît pas, elle se trouve, elle se choisit et se construit. C'était un frais matin d'automne quand Élise et Julien Morel se retrouvèrent devant le plus récent bâtiment de Espoir Harper. Le deuxième centre, installé dans une ancienne gare restaurée, s'élevait désormais comme un symbole de ce qu'ils avaient accompli. Un refuge transformant la douleur en vocation. La cérémonie était simple. Il y avait des voisins, des bénévoles, des donateurs anonymes, des mères portant leurs enfants dans les bras, et des visages de toutes sortes. Des visages aux histoires semblables, bien qu'ils viennent de mondes différents. Un ruban blanc barrait l'entrée principale. Élise tenait une paire de ciseaux tandis que Julien Morel, à ses côtés, lui souriait. « Ce lieu a plus que jamais besoin de toi, » dit-il. « Il n'a pas seulement besoin de moi, » répondit-elle. « Il a besoin de nous tous, car aucun projet ne peut survivre s'il oublie pour qui il a été créé. » Des applaudissements éclatèrent lorsqu'elle coupa le ruban. Et à cet instant, quelque chose changea en Élise. Elle n'était plus la femme rayée de la carte, elle était désormais celle qui accueillait les autres, avec un nom, une voix et une histoire. Quelques jours plus tard, Julien Morel organisa une réunion privée avec son équipe rapprochée. « Espoir Harper ne peut pas dépendre de moi, » leur dit-il, « ni de mon nom. Il doit devenir plus grand que chacun de nous. Je veux qu'il fonctionne sans hiérarchie rigide, que chaque centre soit dirigé par des personnes qui sont passées par là. Je veux des leaders qui connaissent le froid, la faim, l'angoisse de ne pas savoir s'ils dormiront à l'abri. » Élise, qui écoutait depuis un coin de la pièce, ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle était jaunie. L'enveloppe portait, en lettres élégantes, pour Élise, « Si un jour j'ai le courage ». Elle ouvrit la lettre, commença à la lire en silence, et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes, sa respiration se fit plus lente. Puis, la voix d'Élise rompit le silence, lisant à haute voix. « Élise, je sais que ce que nous t'avons fait était cruel, et je n'ai aucune excuse, seulement la peur. Peur que mon fils t'aime plus que nous. Peur que tu vois en lui ce que nous ne savions plus regarder. Je me suis sentie évincée en tant que mère et, au lieu d'affronter cette douleur, je t'ai éloignée. Grégoire n'a fait qu'exécuter mes ordres, mais l'intention n'était pas la sienne. Elle était mienne. Si tu lis ceci un jour, c'est que Julien Morel a découvert la vérité. Pardon de ne pas avoir eu le courage plus tôt. Célestine. » Élise resta immobile. Julien Morel ne dit rien, il attendit simplement. Après quelques secondes, elle plia la lettre et la garda entre ses mains. « Je ne sais pas si cela me libère, » murmura-t-elle, « mais au moins cela me confirme que je n'étais pas folle. Que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pressenti, était réel. »« Tu veux la garder ?» demanda-t-il. « Oui. Pas pour la haïr, mais pour me souvenir que le pouvoir peut lui aussi avoir peur. Et que parfois, la peur fait plus de mal que la méchanceté. » Ils s'enlacèrent en silence. Ce soir-là, Élise sortit marcher dans le jardin du centre. La lune était pleine. Julien Morel la rejoignit quelques minutes plus tard, une question en tête. « Tu crois qu'elle m'a aimé un jour ?» Élise réfléchit avant de répondre. « Je crois qu'elle t'a aimé à sa manière. Mais toi, tu avais besoin d'autre chose. Et ni elle ni ton père n'ont su te l'offrir. Et toi ? Je n'avais pas besoin de t'aimer, Julien Morel. Je t'ai aimé parce que je ne pouvais pas faire autrement. » Il ferma les yeux. Les mots étaient simples, mais dans leur simplicité, il y avait de la rédemption. « Merci, » dit-il. « Merci d'être revenu me chercher. » Ils restèrent là, sous un ciel clair, non plus comme la femme et l'enfant d'autrefois, ni comme la bienfaitrice et le protégé, mais comme deux âmes qui, malgré le temps et les blessures, avaient choisi de rester unies. Parce que parfois, la famille ne naît pas, elle se trouve, se choisit et se construit.
C'était un matin frais d'automne lorsqu'Élise et Julien Morel se retrouvèrent devant le bâtiment le plus récent de Espoir Harper. Le deuxième centre, installé dans une ancienne gare restaurée, se dressait désormais comme un symbole de leur accomplissement, un refuge transformant la douleur en mission. La cérémonie était simple. Il y avait des voisins, des bénévoles, des donateurs anonymes, des mères portant des enfants dans les bras, et des visages de toutes sortes, des visages avec des histoires semblables, même venus de mondes différents. Un ruban blanc barrait l'entrée principale. Élise tenait des ciseaux, tandis que Julien Morel, à ses côtés, lui souriait. « Ce lieu a besoin de toi plus que jamais, dit-il. »« Il n'a pas seulement besoin de moi, répondit-elle. Il a besoin de nous tous, parce qu'aucun projet ne survit s'il oublie pour qui il a été créé. » Les applaudissements éclatèrent lorsqu'elle coupa le ruban, et à cet instant, quelque chose changea en Élise. Elle n'était plus la femme effacée de la carte. Elle était celle qui accueillait désormais les autres avec un nom, une voix, une histoire. Quelques jours plus tard, Julien Morel organisa une réunion privée avec son équipe la plus proche. « Espoir Harper ne peut pas dépendre de moi, leur dit-il, ni de mon nom. Il faut que ce projet devienne plus grand que chacun d'entre nous. Je veux qu'il fonctionne sans hiérarchie rigide, que chaque centre soit dirigé par des personnes ayant traversé les mêmes épreuves. Je veux des leaders qui connaissent le froid, la faim, l'angoisse de ne pas savoir s'ils dormiront à l'abri. » Élise, écoutant depuis un coin de la pièce, ressentit un mélange de fierté et de crainte. Il était en train de lâcher ce qu'il avait fondé, pour que cela puisse grandir librement. Un samedi, alors qu'Élise préparait du thé dans la cuisine du centre, une jeune femme s'approcha d'elle timidement. Elle était nouvelle, elle s'appelait Claire Dubois et était arrivée avec ses 2 enfants après avoir fui une situation de violence. « Vous êtes Élise Harper ? » »« Juste Élise, » répondit-elle avec un sourire. « Mon fils m'a demandé hier si vous étiez une sorte de marraine fée. » Élise rit. « Non, mon cœur. Je suis plutôt une vieille têtue qui a décidé qu'il était temps que quelqu'un nous voie. Et vous ne vous fatiguez jamais ? Si, mais j'étais plus fatigué quand personne n'avait besoin de moi. » Claire Dubois baissa les yeux, émue. « Merci d'être là. Merci de faire confiance. » Une semaine plus tard, Julien Morel surprit Élise avec un geste inattendu. Il la ramena dans l'ancien café, là où ils s'étaient retrouvés pour la première fois. Ce n'était plus le même lieu. Il avait été racheté par une coopérative locale et rénové avec l'aide du centre lui-même. En entrant, Élise s'arrêta net. Sur l'un des murs se trouvait une photo encadrée. C'était elle, tenant une tasse de café avec un sourire sincère. En dessous, une phrase. « Tout a commencé ici. Quand une femme a servi un café avec dignité, et qu'un homme a choisi de ne pas détourner le regard. » En mémoire vivante d'Élise Harper. Élise porta la main à sa poitrine. « Je ne suis pas morte, Julien Morel. Non, mais un jour, tu ne seras plus là. Et je veux que tout le monde sache qui était cette femme qui nous a appris à ne jamais laisser tomber personne. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Julien Morel inspira profondément. « Je vais m'éclipser un peu, pas du monde, mais du centre. Je veux que Espoir Harper avance seul, que toi et les autres l'emmeniez là où il doit aller. » Élise acquiesça. Elle comprenait. Certains naissent pour semer, d'autres pour veiller sur ce qui a été semé, et d'autres encore simplement pour faire le premier pas. Un mois plus tard, une petite fille laissa un mot dans la bibliothèque du centre. Il disait « Parfois je me sens invisible, mais quand Élise me prend dans ses bras, je ne le suis plus. Et si un jour je peux être comme elle, alors tout en aura valu la peine. » Les années passèrent, Espoir Harper grandit, se multiplia, atteignit d'autres villes, d'autres pays, devint un mouvement, un réseau, un refuge, un foyer. Élise resta à l'écart des projecteurs. Elle n'a jamais cherché les récompenses, même si elle en a reçu plusieurs. Son bureau est toujours resté la cuisine, et son bureau de travail, une table partagée avec les femmes qui arrivaient pleines de peur et repartaient avec dignité. Julien Morel resta impliqué,
mais à distance. Il écrivit un livre, donna des conférences, fonda une petite école avec son propre argent. Mais chaque fois qu'on lui demandait quel avait été son plus grand accomplissement, il répondait toujours la même chose. Avoir retrouvé Elise Harper. Un après-midi tranquille, Elise s'assit dans le jardin du premier centre. À ses côtés, une jeune femme lisait à voix haute pour un groupe d'enfants. Elle ferma les yeux, sentant le soleil sur sa peau, et pour la première fois depuis de longues années, elle ne pensa pas au passé avec douleur, mais avec gratitude parce que chaque larme, chaque nuit froide, chaque « vous ne travaillez plus ici » avait valu la peine. Parce que l'amour qu'elle avait donné lui était revenu multiplié. Parce que l'espoir qu'elle avait un jour perdu portait désormais son nom, Espoir Harper. Et non, ce n'était pas un lieu, c'était un héritage.